Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, les Google Glass débarquent enfin sur le marché, mais elles sont déjà vues de travers par les associations de consommateurs et les législateurs. Reportage et débrief, c'est à suivre. Et dans Test 24, Samsung Galaxy S5 contre HTC One M8, le match des smartphones haut de gamme est lancé. Guillaume Gralet du magazine Le Point jouera l'arbitre des élégances dans quelques minutes. Mais d'abord, les Google Glass, les fameuses lunettes connectées, arrivent sur le marché aux États-Unis. Et il va falloir apprendre à vivre avec. Car au-delà d'une technologie innovante et d'usage révolutionnaire, elles vont impacter notre quotidien, aux grandes dames de certaines associations de consommateurs et quitte à créer de véritables casse-têtes juridiques. Explication avec Ashreen Verdian. Pour la première fois en vente sur Internet, des lunettes intelligentes créées par Google, le géant du web américain. Les Google Glass se connectent en Bluetooth au smartphone de l'utilisateur et disposent d'un petit écran suspendu sur l'un des verres. Le prototype est disponible pour une durée limitée, son prix pas moins de 1 500 $. Objectif de Google, tester le produit avant de lancer un modèle plus abouti. Cette vente va les aider à repérer les bugs, les erreurs qui vont éventuellement se produire avec le déploiement des Google Glass. Ils vont tester le produit et obtenir un retour des utilisateurs qui leur permettra d'être sûrs que le produit satisfera à 100% le jour où il sera commercialisé. Pour utiliser les Google Glass, une commande tactile ou vocale. Les applications encore limitées permettent de consulter la météo, ses rendez-vous ou ses emails. Possible aussi l'enregistrement d'images et de vidéos via une caméra intégrée. Une fonctionnalité qui fait déjà polémique, beaucoup y voient une atteinte à la vie privée. C'est un logiciel espion. Je vous regarde pendant que vous me regardez. Et où que vous alliez avec ces lunettes. Très peu d'Américains que vous croisez pourront savoir qu'on les filme. La version finale des Google Glass doit être commercialisée fin juin. Elle sera alors accessible à un plus grand public. Et retour en plateau pour débriefer avec vous, Guillaume. À peine arrivés sur le marché, les Google Glass sont déjà persona non grata dans plusieurs lieux publics et pas qu'aux États-Unis. Effectivement, Marjorie, si les Google Glass, on l'a rappelé ici, ont un rôle extrêmement positif pour les policiers, pour les pompiers, pour les chirurgiens également, eh bien, elles ne sont pas les bienvenues dans plusieurs endroits publics, les écoles, les casinos, par exemple. En fait, on trouve qu'elles sont un petit peu intrusives et les clients, par exemple, d'un bar à San Francisco qui s'appelle le Molotov, sont invités, lorsqu'ils veulent commander un cocktail, à ranger leur Google Glass de la même manière qu'un club de striptease, Marjorie, à Las Vegas. J'ai nommé, on va prévenir tout le monde, le Saphir Gentleman Club. En fait, la vraie peur qui hante les esprits, qui hante celle des personnes qui pensent être victimes un jour des Google Glass, c'est les logiciels de reconnaissance faciale. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais Facebook a développé une application sur les Google Glass et tout le monde a un petit peu peur de ces engins qui surveillent un peu tout. Bon, donc c'est plus un fantasme de la technologie de la reconnaissance faciale qu'une véritable réalité pour l'instant. Sauf que derrière tout ça se cachent surtout des enjeux de propriété intellectuelle. Effectivement, Marjorie, il y a plusieurs chaînes de cinéma, dont Regal Entertainment aux États-Unis, qui interdisent à leurs spectateurs, qui leur demandent de ranger leur Google Glass lorsqu'ils vont regarder un film. En fait, leur crainte, elle est toute simple. Elle est de voir ces spectateurs s'asseoir, de filmer la fiction qu'ils sont en train de voir et dès la fin du film de le partager sur les réseaux sociaux, de le partager sur Internet. Et comme tout objet connecté, l'autre crainte, elle est évidemment du côté de la sécurité. Effectivement, Marjorie, voir ou conduire, il va falloir choisir. En tout cas, c'est la crainte d'une dizaine d'États américains, dont la Virginie, également de plusieurs gouvernements, le gouvernement britannique. Alors pour l'instant, rien n'a été voté. On a juste vu des parlementaires dire « attention, on aimerait bien interdire ceci ». Il y a une petite bataille entre les lobbyistes de Google qui disent « attention, c'est un instrument d'aide à la conduite » et puis les personnes qui ont peur de la distraction. Et on va voir, ça va être très décisif dans les prochains mois. Et en France, on en est où de ce point de vue-là? Est-ce qu'on a déjà commencé à s'intéresser, ne serait-ce qu'à la question, ou est-ce qu'on a déjà des censeurs technologiques qui veulent s'emparer de la question? On a exactement le même débat, même si on est beaucoup moins avancé. On n'a pas encore vu de parlementaires s'emparer de la question, mais certaines personnes rappellent un article du Code de la route qui explique que le fait de placer dans le champ de vision du conducteur un appareil en fonctionnement doté d'un écran pourra le distraire et pourra être interdit.
Encore une fois, les prochains mois vont être décisifs. Bon, voilà pour les conducteurs parmi nous, ou plutôt parmi vous. Mais évidemment, les concurrents de Google Glass et de Google tout court sont déjà sur les rangs, sont déjà sur le marché. Il y a de très nombreux laboratoires et constructeurs qui travaillent déjà sur des lunettes connectées. On peut notamment citer Baidu, le chinois, avec Baidu Eyes. Alors attention, il n'existe pas d'image pour l'instant de leur concept, mais par contre, on peut déjà en parler. Effectivement, Marjorie, c'est le projet le plus dangereux pour Google parce que Baidu, c'est le concurrent frontal chinois de Google qui ne cesse de gagner des parts de marché. Le porte-parole de Baidu l'a reconnu, Kaiser Kuo. C'est un projet interne extrêmement secret, mais on sait déjà qu'il y a un outil de reconnaissance vocale. Il y a d'autres projets très jolis, par exemple les lunettes ici de Laforge ou encore les lunettes Ater Labs. J'ai eu la chance de me rendre dans leurs locaux et c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire que là, on est à mi-chemin entre les lunettes connectées et les casques virtuels de type Oculus Rift, c'est-à-dire que vous avez, quand vous les chaussez, un hologramme qui se met devant vous. Vous pouvez même faire bouger des objets en 3 dimensions. C'est extrêmement intéressant. Une dernière piste, et là Google reprend le dessus, c'est celle des lentilles connectées. Google a déjà expliqué qu'il travaillait sur des lentilles connectées, notamment pour les diabétiques. On pourra imaginer avec de nouveaux matériaux comme le graphène que des Google Glass deviendront totalement invisibles. Ça va réjouir beaucoup de personnes, ça va en effrayer d'autres. Merci Guillaume, et on vous laisse le temps d'aller mettre des gants de boxe parce que tout de suite, ce qui se joue dans TES 24, c'est un match au sommet, Samsung contre HTC. Et ces téléphones, ils ont été annoncés à Barcelone au Mobile World Congress à grand renfort de conférences et de publicité. Ils arrivent désormais sur le marché. C'est ce qu'on appelle des photophones Android qui tiennent désormais la dragée haute à un certain iPhone. En plateau avec nous, d'un côté, la star, le Samsung, le nouveau Galaxy S5, bourré de capteurs et de technologies pour mesurer notamment notre santé. On va le voir dans un instant. Et puis, de l'autre côté, le dernier né de la gamme One. Ça, c'est chez HTC, c'est le M8. Et il mise sur des haut-parleurs et sur une photo panoramique. Guillaume, on refait le match tout de suite. Effectivement, avec le champion de toute catégorie, Samsung, celui qui vend le plus de smartphones au monde, eh bien, on a effectivement ces photophones qui permettent de faire des photos grand format, à haute résolution. Mais Samsung, on voit, essaye de se différencier à travers notamment, par exemple, un capteur d'activité, un podomètre, mais également un capteur de fréquence cardiaque. En fait, pour l'utiliser, on a juste à mettre son doigt juste derrière et on va voir quelle est tout simplement la mesure de vos battements cardiaques. Vous allez même pouvoir regarder votre historique, voir si vous êtes un peu plus énervé. C'est un petit peu anecdotique, c'est rigolo. On a également ce téléphone qui résiste, qui peut aller sous l'eau. De l'autre côté, il y a HTC qui joue également sur la haute résolution, sur l'autonomie, mais le point fort du HTC One, et on le voit encore sur ce nouveau modèle, ce sont des haut-parleurs, 2 haut-parleurs situés sur les 2 côtés et qui vont vous permettre en fait quasiment de le poser sur un bureau et d'écouter de la musique. En effet, nous on le confirme en studio, c'est vraiment un son excellent. Voilà, il n'y a absolument rien à faire, vous avez juste à le poser. On peut même le caler juste à côté de son ordinateur. Par exemple, en prenant son podomètre et sa tension. Et c'est très intéressant. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un souci de différenciation. Ouais. C'est très intéressant parce que le secteur, je trouve, Marjorie, souffre un peu de manque d'originalité. Vous avez LG qui va sortir son smartphone, Huawei également. On attend l'iPhone 6 d'Apple, mais on regrette un peu parce qu'ici, on avait eu la chance d'avoir des téléphones flexibles. On avait vu Motorola qui cassait vraiment les prix avec son Moto X. On aimerait qu'il y ait encore un peu plus de surprises à l'avenir. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut garder en tête en résumé? Qui gagne ce match, Samsung contre HTC sur les hauts de gamme? Effectivement, si on revient à ce match, Samsung quand même est un petit peu gagnant, notamment grâce à son travail de l'image, à sa résistance à l'eau, à la poussière, c'est anecdotique, mais c'est toujours intéressant, et à la batterie. Alors là, quand même, coup de chapeau, parce que ce sont 2 téléphones qui ont une énorme autonomie, et HTC, on l'a vu, s'en sort bien avec la musique, et puis son look un petit peu mieux terminé. Ce qui va être très intéressant, encore une fois, c'est la fin d'année qu'on va observer avec attention, Marjorie. Merci à nouveau Guillaume. Allez, oubliez les Google Glass, oubliez les smartphones. On va vous aider à avoir la tête dans les étoiles pour ce congé pascal. Kepler 186f, un nom de code pour une exoplanète qui pourrait bien être une cousine de la Terre. Révélation faite par la NASA cette semaine. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient faire le voyage justement pour ce week-end de Pâques, il faudra trouver le moyen de braver les quelques 490 années-lumière qui nous en séparent. Pour les autres, heureusement, je vous propose tout de suite une visite guidée en images. Kepler 186f, première fausse jumelle de la Terre. Avec sa structure rocheuse et sa température modérée, cette planète pourrait abriter la vie.
Kepler, du nom du télescope spatial qui l'a découverte, son système stellaire est à presque 500 années-lumière du Soleil. Il compte 5 planètes de taille équivalente à celle de la Terre. Mais seul Kepler 186f est dans la zone habitable où il fait ni trop chaud ni trop froid pour pouvoir conserver de l'eau liquide à sa surface. En 130 jours, elle fait le tour de son étoile. Celle-ci est bien plus petite que le Soleil, plus froide, plus rouge et moins brillante. Bien qu'elle soit de la même taille que la Terre et qu'elle reçoive une énergie similaire, cette planète est en orbite autour d'une étoile très différente. Alors peut-être qu'à la place d'une jumelle de la Terre, nous avons découvert une de ses cousines. Ces 20 dernières années, près de 1800 exoplanètes ont été détectées. Allez, retour sur Terre où c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, vous le savez, comme chaque semaine sur Twitter, sur Facebook, avec le hashtag Tech24 pour pouvoir ensemble commenter l'actualité high-tech. Et on se quitte avec une table interactive capable de reproduire physiquement et en 3D les informations qu'elle reçoit depuis un capteur Kinect. Le résultat, vous le voyez, est tout aussi artistique que scientifique. Des interfaces modulables restituent des contenus numériques en y ajoutant une dimension physique. C'est une équipe du MIT qui est à l'origine de cette invention. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.